Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans No Spoiler, le podcast qui explore les coulisses de fabrication de vos séries et films belges préférés. Je m'appelle Anthony Tueni et aujourd'hui nous allons parler d'un élément essentiel dans la création d'une série, le ton. Qu'il soit comique, dramatique ou décalé, c'est lui qui influence le récit, les personnages ou les dialogues. Mais comment le choisir ? Comment le façonner dès l'écriture et surtout comment le garder cohérent du début à la fin ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Beaujean, Étienne Bloch et Camille Didion, les créateurs et créatrices de Quiproquo, la nouvelle série diffusée par la RTBF. Quiproquo, c'est l'histoire de Julia, une avocate d'affaires aussi brillante qu'asociale, qui voit sa carrière s'effondrer du jour au lendemain. À court d'options et de clients, elle décide de s'associer à Lycos, un ex-rappeur pro de la débrouille. Car si elle a la technique, lui a la tchatch. Bande-annonce. Y a un problème avec mon badge ? Où est-ce qu'ils sont tous ? Maître de Coster vous attend. Une avocate qui fait du porte-à-porte pour arracher des accords. Vous pensez vraiment devenir associé avec des méthodes de gangster ? J'annonce ton départ du cabinet dans l'heure. Bon les gars, là vous me devez 3 mois d'arriéré. Laisse faire le gamin. Donne-nous jusqu'au concert. C'est votre dernière chance. Le striptease risque de fermer là. Tu me soutiens pas, toi ? C'est son frère, c'est pas toi. Il est en prison, son avocat l'a lâché, c'est la merde. T'inquiète pas, je vais trouver le meilleur baveux de Charleroi. Pourquoi pas la meilleure ? Vous êtes sexiste ? Camille, Christophe et Étienne, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Donc moi c'est Christophe Beaujean et je suis scénariste et depuis peu je suis producteur aussi de courts-métrages d'animation, donc assez loin de la série. Okay. Et donc ça fait deux univers très différents, mais dans lesquels je me retrouve. Il y a la série pour la longueur du récit, donc ça nous permet d'avoir vraiment des récits qu'on peut explorer sur plusieurs épisodes, pourvu que ça dure. Et le court-métrage d'animation, ça c'est une passion et un bonbon pour moi, pour la beauté des œuvres. Ok, super. Camille ? Eh bien, moi, je suis scénariste depuis une petite dizaine d'années, mais je fais vraiment que ça depuis 2-3 ans. Donc, c'est assez récent que ça fasse entièrement partie de ma vie. Et avant ça, moi, j'ai été beaucoup professeur de français langue étrangère. J'ai travaillé au CIRE pendant quelques années. Et voilà, je suis très heureuse de travailler avec Étienne et Chris là, depuis un petit temps. On fait une équipe sur quelques projets. Et Étienne ? Donc moi, c'est Étienne Bloch, je suis aussi scénariste, que scénariste. Et j'ai fait l'INSAS avec Camille, d'ailleurs. On a fait le même master écriture. Il y a maintenant trop longtemps pour en parler. Mais voilà, et depuis, c'est vrai qu'on travaille... la majorité des projets qu'on fait, on les fait à 3. Ce qui est très cool, parce que c'est pas évident de former des équipes d'écriture. Après, c'est vrai que si un jour on venait à travailler, à faire plus, à développer encore plus de projets, ça pourrait être cool de faire travailler d'autres gens. Il y a aussi l'envie de transmettre, quoi. Mais c'est vrai qu'on a un bon équilibre, en tout cas dans l'écriture. Il y a un truc très fluide, donc c'est un plaisir de travailler à 3. Et est-ce que vous pouvez un peu raconter la genèse du projet ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer Quiproquo ? En fait, à la base, parce qu'il y a quand même un côté commande, pour être tout à fait honnête sur le projet. C'est-à-dire que c'est la production qui est venue nous chercher tous les 3, parce que il y avait une idée originale qui était une idée de Simon Delocos, donc alias Mochelan, donc rappeur Carolo, okay. Aux multiples casquettes. Et donc il avait envie de développer une série qui s'appelait Black Cab à l'époque, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Et donc nous on s'est retrouvés après un dépôt à l'RTB qu'il avait fait, où il n'avait pas eu... à l'époque on était dans l'ancien système, donc on présentait à l'RTB et à la fédération ensemble, donc il n'avait pas réussi à avoir cette commission. Et donc la Sequel Prod, François Toued, est venu nous chercher en disant voilà, il manque un peu de côté scénario plus professionnel, mais il y avait tout un univers super intéressant. Et donc nous, notre premier travail, ça a été déjà de trouver comment on allait pouvoir mettre notre patte, mais aussi respecter en fait l'univers de Simon. C'était super important pour nous. Mm-hmm. C'est quelque chose sur lequel on s'est vraiment accroché. C'était de se dire ok, qu'est-ce qu'il a voulu raconter, quelle est l'essence de ce qu'il veut raconter, parce que c'est quelqu'un de très attaché à Charleroi. Mm-hmm. Le projet donc est à Charleroi et raconte en filigrane beaucoup de choses sur la ville. Mmh. Et donc nous, c'était vraiment important de ne pas trahir, d'être très loyal avec ce qu'il avait envie de raconter, même si, par exemple, dans ce qui est dans la structure narrative, dans les personnages, on a changé énormément de choses. Donc l'idée, c'était, OK, comment on peut rester fidèle à son impulsion de base ? Ouais. Et du coup, comme tu disais, c'était un projet qui était pour vous nouveau, parce que c'était une commande. Est-ce que c'était différent des autres projets que vous aviez fait avant, Camille ?
C'était un projet où justement on a très vite vu le potentiel de comédie, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur sur des projets qu'on avait pu développer, etc., mais qu'on n'était pas encore à ce stade-là arrivé à aller jusqu'au bout de ces projets-là. Et je pense que tous les trois, on a vu ce potentiel dans cette série. Et donc très vite, oui, on s'est très vite approprié avec ce prisme-là, avec évidemment d'autres choses, notamment toute la connaissance de Chris, qui lui a été avocat pendant plusieurs années, en fait. Et donc c'était aussi super riche pour nous de se dire, OK, on va, mais je vais te laisser en parler, mais on va développer cet univers-là avec cette donnée comédie qui nous parle beaucoup et qu'on avait vraiment envie de pousser jusqu'au bout pour une fois. Et du coup, Christophe, raconte-nous un petit peu comment justement ton passé d'avocat a permis de construire ce projet. Ça faisait longtemps moi que j'avais des envies de créer des séries comme ça, procédurales, semi-bouclées, avec ce côté avocat, et en même temps de se baser sur le réel, donc arriver avec des cas que moi j'avais pu croiser, ou que chacun de nous trois a trouvé et qu'on a exploité, en essayant de créer une histoire à partir de là, d'être à la fois réaliste, de donner quelques exemples de vécu aussi, des personnages secondaires du monde judiciaire qu'on voit moins, ce genre de choses-là. Et donc le tout début, c'est quand on a développé le personnage de Julia, en fait. Parce qu'il y avait un personnage d'avocat dans le projet de base, mais qui était plutôt un personnage secondaire. Et donc nous, on a créé Julia, on lui a donné cette backstory, en fait, d'avoir été viré assez brutalement. Je spoil rien, sinon tu couperas. C'est le premier épisode. Et voilà, lui donner un caractère particulier et d'arriver avec ce duo et cette association dans un endroit bizarre. Il y a des précédentes, il y a des fictions de David de Kelly aussi, on a des cabinets d'avocats dans les magasins de chaussures, ce genre de choses. Celle-là n'a pas fait long feu. Et donc c'était vraiment à partir de ce personnage-là qui gérait son travail, mais qui était vraiment pas doué humainement, et qu'on a mis à la colle évidemment avec Lycos, qui lui est tout l'inverse, qui humainement est très très compétent, très malin, plus pragmatique on va dire, et qui par contre ne connaît pas le monde judiciaire. Alors moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'est que ce monde judiciaire est plein de codes, il y a beaucoup de... Parfois ça sent un peu le vieux, quoi, et c'est d'avoir un regard comme ça totalement nouveau sur ce code-là, où le gars, à chaque fois qu'on lui sort un terme bizarre, il est là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc de pouvoir se moquer gentiment de ce monde-là, à travers le regard de Lycos, qui est chaque fois éberlué de ce qu'il entend. Ouais. C'est ça qui fonctionne bien, c'est qu'on s'identifie fort à Lycos, parce que nous-mêmes, on n'est pas forcément habitués à tous les termes juridiques et à tout ce qui se passe pour Julia dans son monde professionnel, quoi. Oui, c'est un très bon moyen, sous le biais de la comédie, de discrètement expliquer l'un ou l'autre terme, l'un ou l'autre concept, etc. Alors, ils peuvent se disputer, mais ils le feront par ce biais-là. Ouais. Comme ça, le public peut suivre s'il n'est pas familier avec ça. Et donc ça, c'est très pratique. C'est notre innocent utile. C'est le bureau. Ah, c'est votre bureau, quoi. Bon, Anju, j'ai vu qu'entre nous, il y a une certaine complicité, une certaine alchimie, quoi. Julia. Ouais. Et comme t'as pu le voir dans le quartier, je connais un peu tout le monde me connaît. Je suis connu un peu comme le loup blanc cassé, quoi. C'est moi qui résous leurs problèmes. S'il y a un truc, je sais pas moi, le cousin d'un cousin, un problème. Ouais, comment ça se passe, tout ça? Enfin bref. C'est pas tout le temps des histoires de bombes, ok? Ça peut être des divorces, des impayés, des expulsions. Moi, je t'apporte juste les clients et une petite touche humaine. Et toi, t'as juste à faire ce que tu sais faire. Tu dégages l'équipe adverse. J'ai dit et je vous remercie. Donc du coup, c'était un peu un coup de chance finalement, parce que ça a été une commande, mais pour toi, qui avait envie de travailler sur quelque chose de plus judiciaire, ça se mettait bien, j'imagine. Enfin, pour vous, du coup, par extension. Complètement. Ouais. Bah oui, moi je me rappelle quand on a eu le premier dossier qui est venu, donc celui qui avait été déposé, et que moi je vois dessus procédural judiciaire, qui était pas vraiment affirmé, mais qui était déjà une volonté aussi, je crois, de la production, parce qu'ils voulaient une structure plus bouclée. Aussi, il y avait cette envie, voilà, j'imagine qu'on va y revenir, mais voilà, d'avoir cet aspect semi-bouclé. Tout de suite, je me suis dit, ok, bon, ça c'est du pain béni pour Chris. Et puis, voilà. Et donc, oui, ça tombait très bien. Parce qu'en plus, alors on a fait des recherches, on avait parlé avec un avocat, Maître Cassard, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais c'est vrai que tout de suite, on a une connaissance immédiate avec Christophe qui permet aussi d'alléger un peu le travail de recherche, quoi. Ouais, j'imagine. C'est de la pure paresse, faut faire des projets dans des domaines que vous connaissez bien, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et le fait d'avoir une commande, ça change quelque chose dans l'approche du travail? Je pense que très vite, on a quand même eu la chance qu'effectivement, ça a démarré comme une commande, mais ce projet, on a vraiment été pour le coup bien entouré, aussi avec Simon, qui a continué quand même à être présent, à être là. On pouvait aller le trouver quand on en avait besoin.
Mais en fait, très vite, on nous a vraiment laissé la chance de nous l'approprier vraiment à fond. Enfin, on en reparlera, mais sur le ton aussi. Moi, j'ai oublié très vite que c'était une commande, honnêtement. Et voilà, on a pu être là jusqu'au bout aussi du processus. Et ça, c'est super intéressant, super important. Ouais. Pareil, j'imagine qu'on va en reparler, mais... suivre le tournage, la post-prod, etc. Oui. C'est super important. Et alors, on le dit, les auteurs le disent toujours, c'est important que l'auteur soit... L'idée n'est pas d'aller empiéter sur le travail des autres. Avec les réas, on a créé une relation de confiance qui permettait aussi de leur laisser un moment les rênes, parce que tu peux pas commencer à s'aborder le travail comme ça. Mais je crois qu'aussi la présence des auteurs en post-production est importante. Alors, il faut pas squatter la salle de montage, ça c'est sûr, il faut laisser les gens travailler. Mais pouvoir avoir des avis sur des V1, sur un ours d'un épisode, c'est super important en effet pour la cohérence, et pour la cohérence narrative, mais aussi la cohérence de ton, par exemple. Ouais, à quel moment on sort du perso, à quel moment on sort du ton. C'est super, justement, on va en parler vu que c'est un peu le thème de cette émission. Et juste avant de justement rentrer dans ce genre de propos, est-ce que vous pouvez un peu expliquer la Writers' Room? Vous êtes vraiment tous avec la même responsabilité, ou bien vous vous êtes un peu répartis les fonctions? Oui, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc Étienne avait la joie de faire toute la communication, le relais, la centralisation, etc., avec la production, etc. Et puis dans notre écriture même, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne de manière assez horizontale et très concrètement, en fait, on a X jours d'atelier par semaine, on se retrouve, on discute, on va poser les cartons, faire les structures tout à fait ensemble. Au moment des séquenciers, on va... se répartir les scènes, en fait. On a déjà une bonne idée de ce qu'on veut faire, donc on a déjà discuté ensemble, et donc chacun va se répartir une scène. Alors les critères, ça peut être les affinités avec les personnages, mais enfin ça c'est pas nécessairement pertinent pour les scènes. C'est surtout des questions d'envie, parfois de la familiarité avec une intrigue, en fait. Donc ça va se faire un peu comme ça, et puis après le moment on passe au dialoguer. Finalement, on va garder plus ou moins la même répartition. C'est-à-dire que ceux qui ont résumé une scène en séquencier vont la dialoguer eux-mêmes, faire la V1, V2, V3, etc. Mais par contre, à chaque étape, on rediscute ensemble. Alors, ce qui n'est pas ultra rapide, mais qui nous rend quand même efficace, je pense, c'est qu'on va rédiger ensemble. Donc, voilà, il y en a un qui écrit physiquement, parce que ça, on ne va pas le faire à chacun de tous. Mais on l'écrit vraiment ensemble, et ça donne en fait une créativité assez chouette. Les défauts de la méthode, c'est notamment le suivi de l'émotion entre des personnages. Ouais. Si par exemple, moi j'écris la scène 3, qu'Étienne a fait la 4 et Camille la 5, j'exagère, quand on découpe très fort, il se peut qu'on oublie un petit peu dans quelle émotion on est sorti avec un personnage de la scène précédente. Et donc c'est des trucs auxquels il fallait être attentif dans la lecture. La continuité, quoi. Oui, pour ça les retours sont très très précieux, de nouveau, pour pointer ça. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que vous définiriez Quiproquo? Est-ce que vous savez dire quel est le genre structurant de la série? Parce qu'on sent qu'il y a un côté un peu hybride quand on regarde justement les épisodes. Je crois qu'on l'avait très vite labellisé comme une comédie dramatique, parce qu'il y avait cette envie qu'au moment de drame, on soit vraiment triste, pour être très basique. Et qu'au moment de la comédie, on rigole vraiment, et donc qu'on puisse aussi se prendre une émotion. Enfin, quand on a beaucoup ri et qu'on pleure juste après, je crois que c'est plus violent. Et donc on avait bien ce genre-là, donc ça touche aussi à la crédibilité, que les histoires, les cas bouclés, par exemple, des personnages, qu'on les prenne jamais avec une distance comique. Oui, mais comme tu dis, les cas bouclés, on a vraiment fait attention à justement essayer d'y donner un maximum de réalisme et de rire jamais à leur dépens. Donc ça, pour nous, c'était très important aussi qu'on s'attache aux personnages, qu'il y ait du drama dedans, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment avoir de l'empathie pour eux et vivre ce qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes. Et pour le reste, la comédie venait un peu... Mais du réalisme aussi, et c'est ça qui était chouette aussi dans le côté procédural, c'est que le vécu de Christophe, par exemple, dans ce côté, les petits détails, les petites choses qui sont vraiment des choses très concrètes, très réelles, sur lesquelles on peut commencer à rire, parce qu'en fait, il y a des trucs complètement absurdes, mais qui naissent de réalisme, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui nous parle assez fort. Tiens, tu peux peut-être parler du personnage de Jason, notamment. On a vraiment des comic relief là, qui ont été... Ça, c'est une formule assez classique, mais qu'on s'amuse à reprendre avec plaisir. C'est... vu qu'on a deux personnages principaux qui seront antinomiques, on va chacun dans son monde. Julia a Antoine, qui est son ancien associé, et Lycos a Jason, qui est le gars qui l'appelle quand il ne sait pas trop qui appeler. Jason dit rarement non, donc c'est très bien comme ça. Et en fait, c'était quand on faisait la maquette, on avait besoin pour le premier cas bouclé d'un personnage qui était donc le premier client, et donc c'était Hamza et Salou qui le jouaient.
Et vu qu'on aime beaucoup Hamza et qui collait en fait très bien à cette idée qu'on voulait du comic relief, on avait ce personnage de Jason qui apparaissait à mon avis dans un épisode ou deux. Ouais, il était pas récurrent. Et on l'a mis partout, du coup. Et on l'a mis partout en se disant ok, c'est le moment, on a besoin d'une scène un peu drôle. En fait, comme Lycos, on appelle Jason. Ok, c'est très bien, on va avoir Jason dans cette scène, ça va nous aider. C'est intéressant parce que finalement, quand je vous écoute, en fait, vous utilisez le ton humoristique. Mais vous vous êtes pas dit que c'était vraiment une comédie de base. Si on venait à cette idée de jeunesse du projet, quand nous, on arrive sur le projet au tout début, il n'était pas encore question de comédie. C'est vraiment quelque chose qu'on apporte parce qu'on a un goût pour ça et que voilà, on aime vraiment ça. Mm-hmm. Et en fait, c'est là l'intelligence, pour le coup, et de la production et de la chaîne, de nous laisser petit à petit. Et en fait, nous, on met le pied dans la porte. Et tant que personne nous enlève le pied, on y va, on pousse un peu plus la porte. Et il y avait ce truc-là où on se disait, même sur le semi-bouclé, comme on disait tout à l'heure, on voulait quelque chose de presque très bouclé. Et en fait, en développant les personnages, nous, on a un tel amour pour ces persos que la chaîne a aussi embarqué en disant « Ah, mais c'est vraiment cool, vous pouvez développer beaucoup plus de scènes de feuilletonnant, de respiration avec ces personnages-là. » Et la comédie, c'était pareil, en fait. Et, tout d'un coup, on met une scène un peu drôle et on voit qu'en fait, ils se marrent et on se dit « Ah, c'est cool, c'est-à-dire, ok, ça a marché une fois, on va essayer 2, 3, peut-être. Ouais. » Et donc, la comédie est arrivée comme ça, mais c'est vrai que la comédie dramatique, c'était important pour nous, notamment parce qu'il y a aussi un petit aspect social, j'ai envie de dire. Donc, il y avait aussi cette envie de parler de sujets un peu profonds, mais sans être ni grandiloquent, ni être dans le pathos, ni dans l'angélisation. Donc, la comédie, ça permet, vu qu'on est 3 personnes plutôt pudiques, ça permet de parler de choses comme ça sans être dans quelque chose de trop... j'ai envie de dire trop grandiloquent ou quoi, et de faire vivre ces personnages. Mon client a eu une enfance difficile. Vous faites quoi, là? Il est frustré. Un jour, il a découvert qu'à la place de chez Norbert, il y avait une épicerie hors de prix. Vous connaissez? Norbert était le seul restaurant qu'il pouvait s'offrir au vu de sa situation financière. N'importe quoi. Mon client a vu rouge. Il a agi sur un coup de tête. Puis, réalisant ce qu'il avait fait, il a été pris de remords. Retour sur place, déménage, mais trop tard, boum. Boum. Pendant que je plaide, vous allez juste vous taire en prenant l'air bête. Comme maintenant. Parce que j'ai l'air con en plus? J'ai pas dit... Attendez. Lycos, qu'est-ce que tu m'as envoyé comme baveuse, là? T'as pété les plombs, quoi. C'est une hyène. Une murène. 4,7 sur 5. T'as regardé les avis? Écoute, gros, t'as pas le choix. Je sais... Ok. Vas-y, fais confiance, je sais ce que je fais. Oui, ça va, j'ai compris. Vas-y, je te ressens tantôt. Est-ce que si ça avait été sur un ton plus dramatique ou encore, vous auriez eu quelque chose de différent au final? Ça serait embêté. Je pense aussi ce que tu disais, le côté hybride, c'est vraiment ça aussi où on s'est fait plaisir. Et on en revient peut-être encore toujours à ce qu'on nous avait demandé à la base. On partait d'une base beaucoup plus procédurale. Et en effet, l'idée, c'était comment on peut faire le pas de côté pour avoir quelque chose d'un peu plus original. Donc, par exemple, on est dans une série judiciaire, mais on n'est pas du côté des institutions. Donc, on est dans un truc un peu avec les broles, une technique système D. Voilà, donc on est toujours sur la vue de côté ou la vue du côté des clients aussi. Parce que souvent, dans les procéduraux, ou avec les policiers ou avec les juges. Et pareil, pour les cas bouclés, on a fait attention à ne pas avoir beaucoup de pénal. Ouais. C'est-à-dire que souvent, dans une série procédurale, tu auras le meurtre de machin, l'amant qui a tué le mari, etc. Mais là, l'envie, c'était de se dire, OK, comment on peut trouver des cas un peu plus originaux et montrer aussi différents systèmes, parce qu'en fait, finalement, on connaît très peu le système judiciaire belge, et de se dire, OK, il n'y a pas que du pénal, et il y a des médiations, des négociations, et voilà. Et en même temps, c'est des cadres à la fois réalistes, mais à la fois qui nous ouvrent pour la comédie plein de choses. Moi, ce que je me demandais, c'est justement, en vous écoutant, on a l'impression que le ton, ça a été un travail au fur et à mesure. Vous avez découvert ça en faisant. Comment est-ce que ça fonctionne quand on est face à, par exemple, à une chaîne avec un synopsis ou un traitement
Comment est-ce qu'on arrive à véhiculer ce ton? Parce que finalement, c'est quelque chose qui peut arriver plus tard dans les dialogues, vu que c'est une question d'humour, de répartie. Ça vous est arrivé de vous demander comment faire? Plus d'une fois. Non, mais encore aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. On pourrait élargir le truc en se disant qu'il y a une vraie difficulté à faire en tout cas à vendre, je vais utiliser le mot vendre, de la comédie aujourd'hui à des chaînes, etc. On sait que c'est très compliqué à faire lire. Nous-mêmes, là, en travaillant sur d'autres projets, on voit que quand on est à l'étape, par exemple, du séquencier, là où nous, on peut déjà se marrer en présageant de ce que la scène va être, c'est pour un lecteur un peu neutre, c'est très compliqué. Je sais pas, je pense en effet que nous, la vraie chance qu'on a eue, c'est cet aspect comédie dramatique qui permettait de crédibiliser des choses et de pas, on va dire, effrayer nos lecteurs sur le côté « oh là là, ça va être une franche pantalonnade ». Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas de formule magique pour dire attention, vous allez faire passer en chemette de la comédie. Je connais pas, quoi. Ouais, je crois qu'avec un truc qui est essentiel, c'est effectivement arriver avec le dialogué assez rapidement, ou une partie de dialogué, parce qu'avant les dialogues, effectivement, c'est compliqué à faire sentir, quoi. Ouais, ça reste. J'imagine. On peut faire des effets de style dans des bibles, etc., en disant que ça va être très drôle et en essayant de faire de l'humour un peu plus littéraire, mais en fait, ça passe pas nécessairement très bien. Alors, c'est toujours des promesses, on vous garantit que ça va être drôle, et on le dit de manière très sérieuse, et on a l'air chiant comme la pluie, donc les gens en face, ils vont nous donner un chèque en blanc, c'est un peu compliqué. C'est toi. Voilà. Du coup, c'est vraiment quand arrive le dialogué qu'à chaque fois, ils ont l'air soulagés. On se dit, Ouais. vous avez dit qu'on était très, très comique, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, sur le coup, on a eu cette chance que la production nous soutienne là-dedans, il faut le reconnaître. Et en fait, très vite, on a quand même eu un deal où, plutôt que de donner l'ensemble des séquenciers, on développe d'abord un premier dialogué pour rassurer justement sur le ton et aussi pour qu'on puisse tester, voir si effectivement ça jouait bien et ça fonctionnait. Et ça a quand même été un atout qui nous a permis de gagner du temps, en fait. Ouais. Qu'ils puissent lire assez rapidement un dialogué avant de s'embarquer sur plusieurs séquenciers où effectivement avoir des questions sur « Ah, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va être drôle ?» et enfin, voilà, tout ça. Et ça a quand même accéléré le processus. Et pour nous, le test de réalité, à un moment, c'était les lectures. Je crois que c'était la toute première chose. Oui. Quand on voit que, avec les comédiens et leur talent, qu'à un moment, tiens, mais la blague fonctionne et que ça, c'est vraiment un régal. Et je revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça, c'est un moment fondamental où les scénaristes doivent vraiment être là. Ouais. C'est les lectures avant, dans la mesure des possibilités, mais en fait, c'est fondamental. Ça n'a pas de sens qu'on ne soit pas là. Je martèle un peu. Et il faut qu'on soit là, en fait. On connaît quand même ce qu'on a écrit, on est capable de faire des remarques dessus. Et de rester un peu à notre place. Mais au-delà du dialogué, est-ce qu'on parlait du synopsis ou du traitement? Est-ce qu'il y a vraiment des outils que vous avez utilisés pour essayer quand même de véhiculer ce sentiment de comédie un petit peu à l'avance ou bien... Je dirais quasiment en amont de ça, sur la Bible, peut-être expliquer le ton et donner des références. Voilà, c'est ça pour le ton. Pour la structure, ce serait projet-là. Il y avait une référence qu'on avait qui était Sex Education. Okay. Pour la structure, en tout cas, et la manière très intelligente qu'ils ont d'en mêler le feuilletonnant et le bouclé. Alors, on est venu avec des références aussi. Alors, on y va avec, sur la pointe des pieds. On est toujours très, on est venu évidemment avec Fleabag et ce genre de choses-là. Toutes les comédies en anglais qu'on adore. Better Call Saul, qui est mec encore dans un type différent. Alors, le danger, c'est d'avoir un peu un côté noyé, mais pourquoi il parle de ces deux séries qui n'ont rien à voir. Mais on essaie de préciser à chaque fois, tiens, mais pour cet aspect-là, en fait, Better Call Saul a une approche particulière du monde judiciaire, vraiment par la bande comme ça qui est maligne, et quand même des rapports familiaux très forts entre les personnages. Et voilà, essayer de cibler pour chaque référence pourquoi on la citait. Ouais. Oui. Et sinon, dans la rédaction pure, oui, déjà dans le synopsis, c'est pas qu'on fait des grosses blagues, mais on essaye de trouver un ton de rédaction quand même qui montre qu'effectivement, on n'est pas dans du drama pur. Ouais. Et c'était quelque chose quand même qu'on a essayé de rendre visible, mais c'est très compliqué, hein. Ouais. On s'est beaucoup pris la tête là-dessus. C'est vrai que quand tu arrives devant une chaîne, alors encore plus si on faisait de la sitcom, là je reviens sur notre chance de faire de la comédie dramatique sur ce projet, mais je pense que pourquoi il y a autant de projets d'autrices et d'auteurs qui se prennent un mur, c'est que souvent on va leur dire oui mais attendez, vous vous moquez de ceci, oh là là, je vois pas très bien, c'est archétypal, caricatural. Parce qu'en effet, on va aller chercher le trait caractéristique qui nous fait marrer d'un perso, quoi. Ouais.
Et donc c'est ça la vraie difficulté, j'ai l'impression. Et donc nous, on avait un peu ce cheval de Troie qui était le procédural, ou qui était rassurez-vous, c'est une série bouclée avec des personnes, avec une enquête. Je mets des guillemets sur enquête, mais voilà, ça nous a permis de faire entrer la comédie, quoi. Tout l'aspect des seconds rôles, des personnes qui viennent pour le cas qui va être bouclé dans l'épisode, ça c'est aussi fort ancré sur un territoire qui est celui de Charleroi. Est-ce que ça, vous avez aussi eu une inspiration particulière de choses que vous aviez vues? Déjà, de base, qui connaît vraiment Charleroi de façon personnelle? Et puis, comment est-ce que ça vous a inspiré à créer les personnages? Moi, j'avais pas mal été plaidé à Charleroi D'accord. quand j'étais avocat. Donc, j'avais. Alors, j'ai pas vécu là-bas, mais il y avait évidemment Simon Delecosse, qui était l'auteur de base, qui était fondamental là-dedans, parce qu'il connaît extrêmement. C'est pas juste qu'il est de Charleroi, c'est qu'il connaît vraiment bien, et donc il nous a apporté beaucoup de connaissances. Le fait que c'était une des rares villes où le centre-ville se vidait de ses habitants. Le fait de quasi-absence de classe moyenne, etc. Donc il y avait vraiment tous des indicateurs sociaux, etc., sur lesquels il nous a beaucoup documenté. On a rencontré des gens du tribunal, etc., pour avoir des personnes ressources. Et puis il y a eu tout le tournage, on était baignés sur place. Mais en amont, les personnages, on les a ancrés dans la ville parce qu'on a été nourris par toutes ces informations-là. Mais on a repris aussi, il y a des cas qui sont existants, donc il y a des personnages qui viennent de cas existants. Et là, pour le coup, on visait l'universalité du cas. C'est des cas qui ont pu se dérouler à Moucron, voilà, mais peu importe. Après, on a une partie d'entre nous a grandi, en tout cas en Wallonie, si pas à Charleroi même, mais voilà. Donc on a repris des personnages en transposant et en faisant attention. Et il y avait toujours la facilité de pouvoir demander à Simon, à d'autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque par rapport à la réalité Carolo? Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Donc on va pas leur laisser la responsabilité, c'est nous qui la portons, mais voilà, il y avait ça, il y avait les relectures aussi pour ne pas... C'est vrai qu'au début, les premiers cas bouclés, on les a cherchés plus dans les faits divers à Charleroi, puis à un moment on a aussi un peu étendu, mais c'est vrai que la majorité des cas bouclés, c'est des vrais faits divers qu'on a évidemment remis à notre sauce, mais c'était aussi, je crois que ce qui était profondément Carolo, c'était le côté... solidaire, entraide, qu'on avait vraiment envie de véhiculer, où il y a un truc nous on sent dans cette ville et qui était aussi très important pour Simon, c'était ce côté, on en revient au système D, comment tu fais, voilà, quand t'es un peu dans la merde, et comment tu trouves toujours des gens pour te tendre la main. Oui, et on a beaucoup traîné dans le quartier du Triangle, justement, qui est vraiment central dans la série. Et essayer de tirer aussi peut-être un esprit qu'il y avait pu avoir là. Et pour ça, oui, Simon a été très utile. Oui, quelque chose qui m'avait frappé à Charleroi à chaque fois que j'y avais été, c'est qu'il y a un côté de gentillesse. Mais vraiment, qui a un côté plus largement wallon, mais je crois spécifiquement... j'ai quand même cité Liège aussi. Parce que... mais à Charleroi, il y a vraiment il y a ça, quoi. Il y a ce trait-là, et j'espère qu'on a réussi à le refléter sur les personnages... avec la solidarité aussi. Oui, ça se sent fort, mais du coup, on pourrait dire d'une certaine manière que le fait que vous ayez choisi la reine de Charleroi a eu une répercussion sur le ton de la série. Complètement. Ouais. Ça n'aurait pas été la même série si vous l'aviez faite à Bruxelles, par exemple. Non. Clairement. Et c'était hyper chouette. Enfin, pour moi, personnellement, alors moi, je ne suis pas du tout Carolo, moi, je viens plutôt de la région de Dinan, mais de se faire plaisir, justement, avec le côté wallon, avec des attitudes plus wallonnes, des expressions... Et ça, c'est gay parce que c'est effectivement, quand on est à Bruxelles, c'est des choses qu'on a tendance à vouloir effacer ou qu'on demande d'effacer, des particularismes. Et là, pour le coup, on ne voulait pas du tout être dans la caricature, mais on voulait quand même aussi avoir cette partie-là et que ça se ressente un peu c'est ça. Dans les persos, quoi. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, il y a eu un petit changement de programme. On a décidé de repousser le concert du grand Charlie Barra. Il y a la place... on va vous mettre le meilleur groupe de rap Carolo de tous les temps. Secteur 6K les gars, Secteur 6K est dans la place, c'est bon, c'est fait. Bon, je crois qu'ils ont compris que Bruxelles c'était pas pour eux. Dans cette capitale, il n'y a rien à donner. Leur cœur il est à Charlouse. Donc les gars, n'hésitez pas à faire tourner, ça va être une dinguerie. Allez les gars, faites tourner. Et du coup, toi Étienne, tu parlais de cas précis. Donc les cas dont vous vous êtes inspirés, ce sont des cas qui étaient à Charleroi, ou bien c'était vraiment des cas judiciaires? Alors, il y en a quelques-uns qui ne l'étaient pas, mais c'est vrai qu'au début, on a vraiment pris les journaux locaux et en train de à éplucher, à se demander, OK, qu'est-ce qui peut être pertinent? Et comme Christophe disait tout à l'heure, c'était de se dire, OK, qu'est-ce qui peut être universel et qu'est-ce qui peut résonner aussi avec notre feuilletonnant? Parce qu'en effet, pour revenir sur cette histoire de ce structure semi-bouclée, c'était vraiment important pour nous qu'on ne soit pas dans un procédural classique où il y a presque une sorte de disconnexion entre le feuilletonnant et le bouclé.
Et l'exemple de Sex Education, c'est notre premier travail qu'on avait fait avec notre stagiaire de l'époque, Malo. Voilà, comme ça. Salut au passage. Salut. C'était de regarder les structures et de voir quelle est la proportion du bouclé et du feuilletonnant. Et en fait, ce qui marche bien dans Sex Education, c'est que tu ne sens pas l'aspect bouclé. Et c'est qu'il y a une vraie résonance. C'est-à-dire que le feuilletonnant a un impact sur le bouclé a un impact sur le feuilletonnant. Donc nous, quand on cherchait le bouclé, c'était aussi cette question de se dire, OK, qu'est-ce que ça va raconter à ce moment-là de notre duo ? Ils sont en train de créer cette association un peu bizarre. Ils sont pas encore confiance. Voilà. Et OK, alors pour cet épisode, quel bouclé pourrait fonctionner et qu'est-ce que ça raconterait aussi sur la ville, hein, on en revient là-dessus, sur Charleroi. On adore les sous-arènes. En fait, la chance d'écrire du bouclé, c'est d'avoir tout d'un coup, pour un épisode, OK, là, on a une petite arène qu'on peut développer, un autre regard sur Charleroi, et on avait différents Charleroi à chaque épisode. Donc, avec du recul, vous diriez que le fait d'avoir un épisode semi-bouclé, ça vous a permis d'apporter plus de comédie, Christophe ? Pour la comédie spécifiquement, je crois qu'on aurait pu faire le feuilletonnant avec la même dose de comédie, très honnêtement. C'était justement plutôt, le cas bouclé était plutôt le tribut au drame, pas sur la totalité des scènes, hein, mais en tout cas sur une partie. Non, par contre, je dirais qu'en termes de construction d'épisodes, c'est quand même très pratique. Parce que, alors c'est pas qu'on fait systématiquement nos fins d'acte sur le cas bouclé, mais enfin ça donne quand même une structure. Là où quand on travaille sur du feuilletonnant complet, comme on le fait pour le moment, la question de la structuration de l'épisode est moins évidente. Et donc on revient avec des logiques qu'on n'a pas du tout un cas dans la série sur laquelle on travaille pour le moment, mais par épisode, quelle est l'histoire qui quand même se boucle quelque part. Donc là, avec le cas bouclé, il y a une facilité. Voilà, on a une histoire qui se termine, on a un personnage qui part, voilà, il y a aussi un guest, il y a la possibilité de mettre en avant des comédiennes et des comédiens, ça c'est chouette aussi, mine de rien, pour un épisode, quoi, et qui porte vraiment un rôle qui est concret, qui est vrai et qui est porteur, on espère, d'émotion, quoi. On le voit peut-être pas dans les 2 premiers épisodes, mais en fait, à chaque épisode commence avec un teaser qui prend vraiment le temps d'aller dans l'univers du guest. Et pour nous, c'était super riche et utile d'avoir ce moment-là aussi, et de pouvoir entrer déjà dans un univers, une intimité très rapidement. On gagnait pas mal de temps, hein, aussi avec ça. Et puis de s'amuser encore une fois avec une structure assez classique. Hein, tu serais dans un polar, ton teaser, ça serait le meurtre. Nous, c'est des teasers musicaux. Donc c'était aussi l'idée d'avoir un peu une évocation de quel est le problème de la cliente ou du client, mais par de la musique. Et donc là, on a eu vraiment aussi beaucoup de chance parce qu'on a eu Elvin Galland qui nous a fait toute la musique originale et qui est incroyable, avec CRC qui chante, Orlan, et une petite surprise pour le 8. On vous spoil pas tout de suite, mais un très chouette morceau. Mais vous parliez justement du côté facile par rapport à la structure. Est-ce que par rapport à l'évolution des personnages, c'est plus compliqué quand on est dans du semi-bouclé ? Parce que j'imagine qu'il y a une place qui est prise par cette histoire judiciaire. Est-ce que vous vous êtes senti un peu contraint par rapport à l'arche des personnages ? Mais en fait, on l'a utilisé à notre profit en se disant que tiens, tel cas, qu'est-ce que ça va éveiller ? Alors, il se peut que dans un épisode, par exemple, le cas soit un personnage qui est proche familialement d'un autre personnage. Donc, qu'est-ce que ça va déclencher chez lui ? Qu'est-ce que tel type de cas peut avoir ? Les résonances personnelles sur les personnages, en fait. Alors, sans faire que le bon vieux coup de à chaque fois, le policier est très concerné par l'histoire parce qu'il a vécu lui-même la même chose dans son enfance. Mais blague à part, on touche voilà, en quoi ça va résonner et en quoi ça va résonner sur les 2 personnages et surtout en quoi ça va faire avancer leur relation à eux. Donc on avait vraiment étape par étape au fur et à mesure des 8 épisodes, ok, ça c'est le moment où ça se met en place, comme Étienne le disait tout à l'heure, ça c'est le moment où ça va moins bien aller. C'est No Spoiler le titre de... On peut faire une autre émission, c'est 100% spoiler et on raconte la scène. On va mettre des billes à chaque fois que tu... Et en termes de structure, nous comment on a planifié, on a fait un bon vieux tableau, je conseille toujours Miro, virtuel, au niveau des post-it, et très simplement on travaille les thèmes d'épisodes, donc ils sont déjà un peu présents par la musique du pré-générique, donc ça c'est les teasers, là, ça, c'était déjà très pratique. Et on a une intrigue feuilletonnante, parce qu'on a beaucoup parlé du côté judiciaire, mais il y a tout le côté musical, donc on a repris de l'idée de base de Simon, qui avait l'Icos, qui lui tient une salle de concert qui est menacée. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imbriqué les 2. C'est-à-dire que le cas bouclé de l'épisode 1 sert l'intrigue feuilletonnante qui est liée à ce club de musique menacé, au-delà de ça au quartier, au-delà de ça à la solidarité. Et donc ça va courir sur les 8 épisodes. D'accord. Donc c'est une intrigue feuilletonnante qui court, et comme c'est une intrigue qui a des implications, on va dire, judiciaires, évidemment, le personnage de Julia était utile aussi là-dedans. Donc ça nous permettait de structurer l'ensemble de la saison 1,
et plus l'évolution du duo, de leur relation entre eux, et évidemment les antagonistes, les personnages secondaires qui tournaient, qui gravitaient autour. Ouais, tout à fait. Moi, je me suis aussi posé la question parce que finalement, ces épisodes de 50 minutes, est-ce que ça a impacté aussi d'une certaine façon l'aspect comédie? Parce que c'est vrai qu'en général, on a l'habitude de voir plus des formats de 30 minutes. Ouais. Comment est-ce que vous avez eu ce format-là? Ouais, moi, je pense que, en tout cas, faire de la comédie pure en 52 minutes, je trouverais ça très difficile. Alors, il y a sans doute des gens qui en seraient capables. Nous, on a eu en effet l'avantage de semi-boucler avec un peu de procédural pour tenir, mais c'est vrai que la comédie fonctionne. Si tu veux faire de la comédie pure, 30 minutes, c'est très bien. Donc c'est sûr que ça a influencé totalement le ton. Et c'était justement d'utiliser, on va dire, les structures du bouclé comme une sorte de petit squelette qui nous faisait tenir ces 50 minutes. Et en même temps, pas juste pour les tenir, c'est-à-dire que c'était aussi qu'est-ce qu'on raconte. Et en fait, on s'est retrouvés pourtant, on a fait attention, hein, je vous jure, on a fait gaffe parce qu'on a un producteur derrière qui ne voulait pas qu'on fasse trop de pages et il avait bien raison. Mais on s'est quand même retrouvé au montage avec certains épisodes où il y a des épisodes maintenant qui font 45 minutes, d'autres qui en font quasi 1 heure. Je crois qu'on a 2 épisodes à quasi 1 heure. Et c'est parce qu'en fait, oui, il y a une envie de raconter qui est venue d'une manière très naturelle. Et donc, je pense que les 52 minutes nous allaient bien, en fait, pour ce ton-là, quoi. Tu évoquais justement le producteur qui vous a un petit peu calmé dans votre propension à trop écrire. Je me demandais aussi par rapport, justement, on parle de ton, mais le ton, c'est aussi une question d'audience. Comment est-ce que ça s'est passé avec la chaîne? Est-ce qu'elle a influencé le ton? J'ai l'impression que non, de ce que vous me dites. C'est un peu un ton que vous avez trouvé de par vous-même, mais j'imagine que peut-être eux avaient aussi un peu leur mot à dire à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça s'est déroulé? Une chose qui était très claire, c'est que c'était du tout public, qu'on sait que l'âge moyen du spectateur est quand même de 65 ans, je ne sais jamais. Je crois. Donc il y a ces critères-là qu'on doit prendre en compte parce que c'est le contrat qu'on passe avec eux et que c'est une vision particulière. Parce qu'à un moment, on a parlé, en fait, le positionnement de la série, c'est intéressant qu'on le rappelle, c'est qu'on a évoqué à un moment de faire justement du 26-30. Et alors, pour le coup, c'est pas la même chaîne. Ce serait typique qui aurait été. On rajeunit évidemment l'audience, c'est pas les mêmes choses. Mais la question s'est posée à un moment. Et nous, on a toujours maintenu le 52 parce que c'est ça qu'on voulait faire. Il était question aussi à un moment de dire tiens, on va plutôt faire du 40 pour dynamiser, sans enlever, sans spécialement mettre plus d'humour, hein, mais pour dynamiser les épisodes. Et au final, on est resté à ce bon vieux 52 qui permet de faire un chouette mélange des genres. Mais donc par rapport à la chaîne, non, ça a été. C'était plutôt sur des détails précis. Telle scène, est-ce qu'on capte l'humour, tel moment, est-ce que c'est le moment de rigoler? Donc c'est des retours plus précis de chacun des... Mais c'est vrai que par exemple, au début, ce truc-là, quand elle commençait, était rancunière. Et alors nous, on aime bien le côté un peu vengeance mesquine, ça c'est un truc qui nous fait toujours marrer. Dégommer une voiture de ton boss qui t'a humilié avant, tu vois, ce genre de truc. Et c'est vrai que la chaîne avait vraiment peur sur l'empathie. Et ça, c'est quelque chose qui a mis un peu de temps, jusqu'à la fin, hein, même sur le tournage, il y a encore des questions qui se posaient par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, on avait assez confiance dans le fait qu'on aurait de l'empathie pour le perso, mais parfois on était un peu seul dans cette confiance. mais voilà, au final, on est content. On a réussi à... et Myriam a apporté quelque chose d'incroyable par rapport à ça, et qui tout de suite a rassuré aussi. Et alors, pour en revenir au ton, ce qui est très chouette, je trouve, dans votre projet, c'est que justement, on est dans une période un peu anxiogène et morose, et donc du coup, arriver à avoir quelque chose de plus léger, ça fait vraiment un bien fou. Mais est-ce que du coup, vous aviez déjà cette discussion avec la chaîne, parce que j'imagine que c'est ce qu'ils cherchent aussi, à avoir un contenu un peu plus léger et... Oui, on va être transparent. On a choisi ça parce qu'on savait qu'ils en voulaient. Mais c'est clair qu'il y avait une envie de ce côté-là et qu'on est très content d'avoir pu s'engouffrer là-dedans. Parce qu'à la base, c'est des goûts personnels de ton. Mais c'est vrai que ça correspondait. Je ne sais pas si dans 10 ans, on aura trop de trucs légers et que l'actualité se sera améliorée. Donc, il leur faudra du drame et de l'anxiège. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce mot anxiogène qui revient comme étant un critère pas du tout positif au niveau des fictions et un peu la chose à éviter, un peu... la bête noire, donc pour le coup, nous, on n'était pas du tout là-dedans. Mais disons que ça a été quelque chose qui a facilité justement le fait qu'ils nous suivent, etc. Mais on n'a pas dû, nous, s'ajuster par rapport à ça, parce que c'était quelque chose qui était là dans l'ADN de la série dès le début.
Mais à posteriori, on n'a pas dû non plus retravailler les cas bouclés. C'était clair pour nous qu'on voulait de l'empathie pour eux, qu'on ne voulait pas faire quelque chose non plus où tout est bien, tout va bien. Les personnages, ils ont quand même des ambiguïtés qu'on a pu garder, qu'on a pu conserver, même si, comme tu le disais, ça n'a pas toujours été simple de convaincre autour de ça. Mais voilà, cette envie d'être léger, etc., n'a pas empiété, en tout cas, sur ce que nous, on voulait quand même qu'il soit là, le côté plus social, le côté réaliste sur certaines choses et sur l'ambiguïté des personnages, quoi. Et dans le marketing, sur le titre, la communication, comment est-ce que ça s'est répercuté ? Non. Non, alors, oui, le titre de base, c'était Pays Noir, d'ailleurs, qui était un titre que Simon avait trouvé. Son premier titre, c'était Black Cab, et puis lui avait fait un spectacle qui s'appelait N'époux-mon noir. Et donc Pays Noir, ça nous semblait assez représentatif de Charleroi, tout simplement. Et ça parlait beaucoup au Carolo. Ils avaient très peur de l'aspect drama, intrigue, polar, qui est absolument en effet pas présente dans la série, et qui est pas l'envie. Nous, on se disait qu'on allait mettre un titre très coloré. On allait taguer Pays Noir en rose, par exemple, et que ça allait passer. Mais la chaîne ne voulait pas. Donc voilà, on est parti vers un titre qui est beaucoup plus comédie, qu'on a trouvé un petit peu au pied levé. Donc voilà. Mais l'idée était surtout de pas pas aiguiller le public. Et c'est encore une question qu'on se pose. On verra. Là, on est encore quelques temps avant la diffusion de pas donner de faux rendez-vous au public. Justement, tu parles de ton hybride, de tendresse, voilà. C'est sûr qu'on est dans un truc hybride, mais j'ai l'impression qu'un public assez large peut s'y retrouver. On peut pas non plus le vendre comme une comédie pure. En effet, si quelqu'un s'attend à rigoler pendant 52 minutes, il va être déçu. Mais voilà. Mais voilà, donc c'est des questions qu'on se pose encore, en fait. J'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous auriez un conseil que vous pourriez donner aux scénaristes en général par rapport à cette question de trouver le bon ton ? Est-ce que, a posteriori, vous avez des leçons que vous aimeriez communiquer sur ça ? Moi, je pense qu'il faut aller vers son instinct. Parce que c'est pas le premier projet sur lequel je travaille où il y a une envie de comédie qui naît et on se retient, en fait. Pour des tas de questions, et en fait c'est compliqué. Si vous avez envie de faire un peu d'humour et un peu de comédie, en tout cas, de pas du tout le faire, c'est triste. Et puis après, on parle de milieu anxiogène, c'est quand même un bon pansement, un bon remède à l'anxiété. Oui, comme tu dis, de ne pas se censurer directement par rapport à ça. Et nous, honnêtement, ce qu'on le dit maintenant, on en parle comme ça, mais honnêtement, on était les premiers surpris à ce que ça se passe aussi bien par rapport à la chaîne, par rapport à la façon dont on a pu finalement développer ce ton-là. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois, on se dit « Oh là là, non, ça passera pas ». Et en fait, on s'est quand même rendu compte que on s'est pas tellement censuré par rapport à ça. Et voilà, et ça, c'est quand même une leçon, en tout cas pour moi. Voilà, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous vient naturellement, etc., généralement, en fait, il y a moyen de le faire passer et de faire sentir ça. Ouais, et puis j'ai l'impression, c'est sûr que c'est, comme vous dites, c'est aller vers quelque chose qui te parle déjà. Je pense qu'on ne serait pas des très bons auteurs de polar, j'ai l'impression. On va dire ça comme ça. Mais il y a aussi, si on a un côté plus pragmatique pour revenir sur ce truc-là, c'est aussi de voir comment on peut jouer avec un peu ce qui nous est imposé. Alors c'est différent quand c'est un projet qui émane de l'autrice ou de l'auteur, ou une commande, évidemment. Quand quelqu'un a quelque chose qui lui tient très à cœur, il va forcément avoir un ton qui est lié à ça, qu'il a envie de défendre, qu'il ou elle a envie de défendre, et c'est tout à fait compréhensible. Nous, c'est vraiment aussi s'amuser avec les structures. Je crois que sur le bouclé, par exemple, dans la sitcom ou quoi, il y a des gens qui s'amusent, ils font des épisodes comédie musicale, des épisodes de Noël. Et je crois que nous, si allez, on touche du bois, on a une saison 2 ou quoi, c'est des genres de choses sur lesquelles on a envie de s'amuser, de prendre un truc existant et de le distordre. Avant de se quitter, un rapide point sur l'actualité des séries belges à venir, notamment de la RTBF. À la rentrée, on découvrira Arcane, une série de Michel Jacob et Ben Dessy qui explore les rapports de pouvoir et d'appartenance entre trois familles
à travers leurs drames, deuil et secrets. Et puis, plusieurs autres séries sont actuellement en tournage. Il y a d'abord Éternel, imaginé par Chloé Devic, Romain Renard et Olivier Tollet, qui est une dystopie où les morts peuvent entrer en contact avec les vivants via une borne. Ensuite, Vital, un thriller médical signé Maude Carpentier et Fred Castado, où la mort d'un ministre oblige une urgentiste et son frère légiste à faire équipe pour dénouer une affaire mêlant complot, vengeance et secret enfui. Et puis enfin, Les 12, une nouvelle coproduction RTBF-VRT écrite par Willem Wallijn et Marie Enthoven qui nous plongera dans un procès d'assises vu à travers les regards croisés de 12 jurés. Vous en entendrez encore parler puisque No Spoiler invitera les équipes de ces séries à venir partager leurs secrets de fabrication. Voilà, ce nouvel épisode de No Spoiler est terminé. Merci Camille, Christophe et Étienne pour cet échange passionnant. Quiproquo, c'est disponible sur Ovio et diffusé sur la RTBF. Et félicitations parce qu'on passe vraiment un très très bon moment. Ce podcast vous était présenté par Laza. Je tiens à remercier chaleureusement Romuald Dagry, Johan Massé, Ménan Sessouk et Alexandre Mailleux pour l'aide à la conception. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Si le sujet vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.